Nous sommes le vendredi 10 juin 2022. Mesdames et messieurs, vous êtes actuellement à l'heure du journal. Bonsoir à tous et bienvenue. Dans les informations de ce jour, le 10 juin est la journée mondiale de l'environnement. Une occasion pour le Premier ministre, chef du gouvernement, de déclarer que l'État a déjà ouvert une enquête sur l'assassinat du président de la communauté de base qui œuvre pour la protection de l'environnement à Moramanga le 2 juin dernier. En outre, le Premier ministre a donné l'exemple sur la protection des jeunes plants contre le feu à Nalamanga Park aujourd'hui. Reportage de Sylvain et Secha Anjenab. Cela fait une semaine hier que Henri Rakotoarsou a été assassiné. Il est le président de la communauté de base Mial qui œuvre dans la protection de l'environnement dans la commune de Mangarif, district de Muramang. C'est un protecteur de l'environnement et il est classé comme lanceur d'alerte. Henri Rakotoarsou, entre autres, dénonçait l'exploitation de bois de rose dans 3 districts d'Aluchamangour il y a 2 ans. Les principes et la lutte entreprise par Henri Rakotoarsou ont été rappelés durant la célébration de cette journée mondiale de l'environnement. Le gouvernement condamne ces actes criminels et le Premier ministre, chef du gouvernement, a affirmé qu'une enquête a déjà été ouverte pour connaître les auteurs de cet assassinat. Le pays a pourtant besoin des hommes comme Henri Rakotoarsou pour aider l'État dans ses actions dans la protection de l'environnement et pour dénoncer les actes qui nuisent à ses principes. Le Premier ministre a appelé à l'union et à la solidarité de tous car la préservation de l'environnement est une action commune à l'instar du reboisement. Ce dernier requiert un suivi et doit être protégé contre le feu. Pour la primature, le taux de succès de reboisement à Pangabé a atteint les 95% après l'utilisation des protections contre le feu. Il est à rappeler que nous sommes actuellement en pleine saison de feux de brousse. Et la gestion des stations de pesage et des passeurs bacs par l'agence routière rattachée au ministère des Travaux publics sera remis au privé afin de faciliter les procédures de gestion et d'entretien de ces entités et surtout de pouvoir payer les salaires à temps selon le ministre de tutelle hier. Concernant le fonds routier, le ministre des Travaux publics a affirmé qu'un projet de refonte du statut de cette structure a déjà été remis au niveau de la primature. Les détails sur les images de Nzara. La recette des stations de pesage est de 4 à 5 millions d'arrières par an, une somme insuffisante pour garantir le bon fonctionnement de ces stations. Ainsi, le ministère des Travaux publics veut mettre en place une meilleure gestion basée sur la transparence de ces stations de pesage et des passeurs bacs actuellement. Dans ce cadre, le ministre a décidé en octobre dernier de remettre aux mains d'un prestataire privé leur gestion. Il s'agit aussi de faciliter le paiement des salaires des employés de ces structures gérées par l'agence routière. D'après Jerry Achefunjasan, ministre des Travaux publics, les procédures administratives retardent l'entretien des bacs et les réparations doivent attendre des mois car les procédures étatiques sont lentes. Par ailleurs, les recettes annuelles sont insuffisantes et n'arrivent pas à satisfaire les besoins de ces structures. L'État doit ainsi verser plus pour payer les salaires, entre autres, ce qui revient à une gestion à perte qui est le cas actuellement. Un appel à manifestation d'intérêt a déjà été émis par le ministère il y a 2 mois pour trouver des prestataires prêts à gérer ces structures en collaboration avec l'État. Les salaires des premiers 6 mois de cette année devront alors être réglés par l'État et le reste par les nouveaux gestionnaires. Concernant le fonds routier, un projet de refonte du statut de cet organisme a déjà été remis à la primature. L'objectif est d'améliorer les recettes, car actuellement, seules les redevances des produits pétroliers y contribuent, selon toujours les explications du ministre des Travaux publics. D'un côté, le fonds routier a également des créances à recouvrer. Pour les entreprises qui se plaignent de ne pas être payées, un contrôle de leurs travaux sera fait avant le règlement de leurs dus, car certaines infrastructures sont mal réalisées, souligne le ministre. Toujours dans cette page économique, Madagascar s'attelle actuellement à la recherche de nouveaux horizons pour le marché du tourisme, notamment l'Inde, l'Afrique ou encore l'Europe de l'Est. L'objectif est d'augmenter le nombre de touristes et par conséquent de redresser le secteur du tourisme après la crise sanitaire, selon le ministre du Tourisme aujourd'hui dans ce reportage de Fanjesen Mireille et Fiti Merkoufen. 55% des touristes qui ont visité Madagascar en 2019, avant l'arrivée de la pandémie de coronavirus, viennent de France ou de La Réunion. 3,8% d'Allemagne et 3,3% d'Italie. Afin d'augmenter le nombre de touristes qui visitent le pays, Madagascar s'ouvre à divers pays, selon le ministre du Tourisme Joël Ranjemanjant aujourd'hui.
Nous nous tournons entre autres vers les pays comme l'Inde, l'Afrique, mais aussi l'Europe de l'Est pour cela, selon toujours le ministre. En général, les touristes restent dans le pays entre 15 à 20 jours. Durant ce délai, le but est que les touristes puissent visiter plus de lieux. Nous devons ainsi, souligne le ministre du Tourisme, vulgariser les lieux touristiques les plus emblématiques de la Grande Île et inciter les touristes à s'intéresser à plus de destinations dans le pays également. Ainsi, le ministère du Tourisme poursuit la promotion des offres touristiques actuellement. Et la célébration de la Journée mondiale de l'océan a été clôturée par le reboisement de forêts de mangroves sur une surface de 20 hectares à Mbalatagne, commune rurale de Bomanari, dans la région Bouéni. Aujourd'hui, 200 000 mangroves ont été plantées avec toutes les participations de tous les acteurs dans le secteur de la pêche et de l'économie bleue. La forêt de mangroves garantit une activité à plus de 400 millions d'habitants dans le monde, donc il est important de l'entretenir et de la préserver. Le but est de sensibiliser les habitants locaux sur la nécessité de l'économie maritime et de sa préservation. Mis à part cela, la mobilisation pour l'assainissement des bords de Mahadzang également et des dons de matériel de pêche ont été remis aux pêcheurs traditionnels avec la participation du projet Sofish 2. Dans un tout autre sujet, à présent, 99 employés du groupe Injet ont reçu des titres honorifiques de l'ESA aujourd'hui grâce à leur engagement et leur ancienneté au sein de ce groupe. Ces employés ont apporté chacun leur contribution dans le développement de l'entreprise. Un développement qui a aussi été constaté au niveau du pays, surtout dans le secteur de la publicité. Reportage de Judikel Ingénierie, Anzar Azonaville et Andoura Zajaibé. Une cérémonie solennelle qui marque la reconnaissance pour employés qui se sont engagés et qui se sont dévoués pour les sociétés Injet et Domapub du groupe Injet s'est tenue aujourd'hui à l'immeuble Arena Ivanj. 99 employés ont reçu des décorations honorifiques. Parmi eux, la directrice générale du groupe qui a reçu le titre de officier de l'ordre national. Par ailleurs, 27 ont été décorés de grade chevalier de l'ordre national et de 7 ordre de mérite. D'autres ont reçu des médailles de travail, notamment 28 en argent et 36 en bronze. Ces médailles marquent la reconnaissance de l'État aux citoyens qui ont effectué leur activité dans le dévouement, la bonne conduite et qui ont duré dans leur poste tout en apportant des résultats et du succès pour le pays. Ces employés ont rempli ces critères. Le ministère du Travail, de l'Emploi, de la Fonction publique et des lois sociales encourage le groupe à continuer dans ce sens. Pour rappel, la société Injet existe depuis 22 ans maintenant. Elle a apporté des réformes, de l'amélioration pour la ville d'Antananarive en donnant une nouvelle vision du monde de la publicité. L'entreprise utilise des technologies modernes et performantes, une raison pour laquelle la société possède une autorité de qualité dans toute la Grande Île. Mais il y a surtout la contribution des employés dans l'effectivité de leurs tâches quotidiennes, justement récompensée par ces médailles. C'est avec joie que nous recevons ces décorations, souligne la directrice générale. Les sociétés Injet et Domapub sont toujours prêtes à satisfaire ses clients. Page sociale pour poursuivre ce journal. L'école primaire publique d'Anepka d'Ambuimanu, commune de Sabous Ambuchumbi, district d'Anjamas, manque de tables-bancs et de salles de classe. Les élèves doivent se tasser dans une seule salle, même s'ils ne sont pas de la même classe. Une association œuvrant dans des actions sociales avec le parti politique IRD a apporté sa contribution pour cette EPP aujourd'hui. Les détails avec Anienne Martina et Kevin Ravounerson. Cette école primaire publique d'Anepka Ambuimanu a 108 élèves qui viennent de Fukuntan dans la commune de Sabous Ambuchumbi, district d'Anjamasen. Ils ont seulement 42 tables-bancs qui sont répartis dans 3 salles de classe selon le directeur de l'établissement. Les parents d'élèves se sont aussi donné la main pour construire une salle de classe supplémentaire, mais les travaux ont été suspendus étant donné les difficultés auxquelles ils doivent faire face. Dans l'objectif de réaliser le Véleran 4 du président de la République, dans l'octroi d'une éducation de qualité pour tous, l'association Tafaray, qui regroupe les natifs du district d'Anjanmasen, menée par sa présidente Fanzara Marsan, a apporté son appui à l'EPP Anepka Ambuimanu aujourd'hui en octroyant 10 tables-bancs.
Et dans les actualités internationales de ce soir, le pape François a reporté aujourd'hui sine die son voyage prévu début juillet en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud en raison de douleurs au genou. Les détails avec la correspondance de France 24. Alors ce sont des raisons de santé, vous l'avez dit, qui obligent le Vatican à reporter ce prochain voyage en Afrique. Dans un communiqué de presse assez laconique, le bureau de presse du Vatican indique que le pape est soumis en ce moment à des thérapies du genou, à des infiltrations, des séances de kinésithérapie et que les médecins ont déconseillé ce déplacement à un moment où il pourrait, je cite, compromettre ces thérapies. C'est vrai que dans ces dernières apparitions, on a vu le pape François visiblement affecté par une douleur intense au genou droit. Depuis début mai, il est contraint à se déplacer en fauteuil roulant. Le Vatican avait déjà reporté un voyage au Liban prévu en juin et donc pour beaucoup, cette annonce du report aujourd'hui n'est pas une surprise. Le Vatican affirme cependant qu'il ne s'agit pas d'une annulation. Le voyage sera reprogrammé à une date encore à définir. Et la commission parlementaire en charge de l'enquête sur l'assaut du Capitole par des partisans de Donald Trump le 6 janvier 2021 a commencé à exposer ses conclusions jeudi soir à l'aide de plusieurs témoignages et d'images inédites des violences de cette journée. Les élus ont tenté de prouver l'existence d'une campagne délibérée pour renverser le résultat de la présidentielle de 2020. France 24 nous en dit plus. C'est une audience diffusée en direct sur les chaînes de télévision américaines. Les 9 élus de la commission parlementaire ciblent directement Donald Trump. L'ex-président a été au cœur d'une conspiration pour se maintenir au pouvoir, selon les conclusions de l'enquête. Il a perdu devant les tribunaux comme il a perdu dans les urnes de ce pays. C'est la fin du jeu. Mais pour Donald Trump, ce n'était que le début de ce qui est devenu un complot tentaculaire en plusieurs étapes visant à renverser l'élection présidentielle. Le 6 janvier a été l'aboutissement d'une tentative de coup d'État. Le 6 janvier 2021, des milliers de partisans de Donald Trump ont tenté de prendre d'assaut le Capitole. Pour Liz Cheney, l'une des 2 élus du Parti républicain assiégée dans cette commission, l'ancien président a joué un rôle clé. Le président Trump a convoqué la foule, a rassemblé la foule et a allumé la flamme de cette attaque. Pour appuyer ses conclusions, la commission a diffusé des images inédites de ces violences et convoqué plusieurs témoins. La première, une policière renversée par la foule et blessée à la tête sur les marches du Capitole alors qu'elle tentait de protéger le bâtiment. Elle décrit une scène de guerre. Il y avait des officiers au sol. Vous savez, ils saignaient, ils vomissaient. J'ai vu des amis avec du sang sur le visage. Je glissais dans le sang des gens. J'attrapais les gens pendant qu'ils tombaient. C'était un carnage. C'était le chaos. D'autres témoins seront encore entendus lors des 5 autres audiences prévues jusqu'à fin juin. Et pour terminer cette page internationale, le gouvernement allemand va bientôt délivrer des titres de séjour de longue durée aux journalistes et dissidents politiques russes réfugiés en Allemagne. À ce jour, ces derniers disposent uniquement de visas Schengen de court séjour et ne leur permettront pas de travailler. À Berlin, Maxime Kournikov, rédacteur en chef adjoint de la radio Écho de Moscou, espère reprendre du service dès que possible. France 24 nous en dit plus. Depuis leur arrivée en Allemagne, Maxime Kournikov et Masha Myers n'ont qu'un seul objectif, faire renaître la célèbre station de radio Écho de Moscou qui a été bannie des fréquences en Russie. Mais comme de nombreux journalistes critiquent, ils ont fui leur pays avec un visa Schengen de 90 jours qui leur interdit de travailler en Allemagne. Ils attendent une solution depuis 3 mois. Pour l'instant, on ne peut pas ouvrir de compte en banque, ni créer une entreprise. Ce n'est pas possible avec notre statut. Alors, on avance lentement. Mais j'espère que tout se débloquera lorsqu'on obtiendra l'autre visa. Tous deux font en effet partie des quelques 70 journalistes russes en exil qui devraient se voir accorder ces jours-ci un visa de longue durée.
Le gouvernement allemand veut également débloquer 3,5 millions d'euros pour soutenir les dissidents russes pendant 1 an. 3 mois après le début de la guerre, une solution tardive mais satisfaisante selon l'eurodéputé Sergueï Lagodinsky. Tous ces gens incarnent le visage d'une Russie meilleure et démocratique. Et c'est une Russie que nous souhaitons ainsi contribuer à construire pour le futur. Les journalistes et dissidents qui se trouvent encore en Russie ou dans des pays tiers pourront quant à eux demander un visa humanitaire vers l'Allemagne. Mais contrairement aux réfugiés ukrainiens, leurs dossiers continueront d'être traités au cas par cas, ce que dénoncent les associations comme Amnesty International. On parle de gens avec lesquels les membres de notre gouvernement ont régulièrement échangé par le passé. Alors je ne comprends pas pourquoi il n'est pas possible de trouver une solution globale pour un groupe de personnes qui n'est pas si grand que ça. Maxime Kournikov et Masha Mayers espèrent toutefois que cette mesure permettra à de nombreux autres journalistes russes de rejoindre Berlin pour renforcer leur équipe. Écho de Moscou pourrait retrouver son public sur Internet d'ici à la fin de l'été. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis jusqu'à son terme. Très bonne continuation et très bonne suite de programmes sur Viva. Au revoir.